Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 134. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui aura pour but de vous proposer une interprétation de ce que ça signifie avoir deux applications linéaires qui ont la même source, le même but et dont les rangs sont comparables. L'énoncé précis du jour est le suivant. Nous avons E et F, deux carrés espaces vectoriels non nuls de dimension finie. Ici, K est un corps quelconque. On va considérer F et G, deux applications linéaires qui vont de E vers F, et on aimerait alors montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. Autrement dit, que le rang de G est inférieur ou égal au rang de F si et seulement s'il existe un automorphisme de F et un endomorphisme de E, tel que nous avons l'égalité ci-contre. Cet exercice est un exercice qui pourrait très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Cela peut paraître surprenant, mais en effet, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de bagages en algèbre linéaire, donc tout ce qu'il faut sur les applications linéaires et sur les espaces vectoriels. Je pense que c'est vraiment le minimum. De toute façon, vu l'énoncé de l'exercice, ça ne devrait pas être une surprise. Mais voilà, vraiment, le minimum syndical, c'est d'avoir les connaissances en algèbre linéaire de première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'en savoir davantage pour attaquer cet exercice. Bien entendu, comme je le dis assez souvent pour des exercices un peu pointus, je conseillerais d'attaquer cet exercice plutôt en deuxième année de classe préparatoire, histoire d'avoir suffisamment de recul sur les notions abordées donc dans ces chapitres d'algèbre linéaire et pour pouvoir un peu mieux appréhender cet exercice. Je me permets également de mentionner que cet exercice est un exercice qui est tiré d'un bouquin faisant partie d'une série de bouquins assez bien connus d'exercices de mathématiques Oro XENS. Ici, c'est Algèbre 1. Bien sûr, il y a plusieurs tomes d'algèbre et il y a plusieurs tomes d'analyse. Ce genre de bouquin est assez utile quand on veut aller beaucoup plus loin dans sa préparation aux oraux, Oro XENS et centrale éventuellement. Mais sachez que c'est pas le genre de choses qu'il faut faire, hein, acheter des bouquins juste pour se motiver à faire des exercices. C'est vraiment pas le but. Je pense que de toute façon, vous pouvez trouver énormément de ressources d'exercices sur Internet actuellement. Et pour ma part, j'avais pas acheté de bouquins quand j'étais en classe préparatoire à grandes écoles. Donc vraiment, je pense que c'est pas forcément d'une grande utilité d'acheter ces bouquins-là. Je pense que ça peut l'être si vraiment vous voulez aller plus loin sur les questions du programme et si vous voulez vous permettre également d'aller faire du hors programme. Car maintenant, les bouquins XENS sont des bouquins qui datent un petit peu. Et donc, vis-à-vis du programme de CPGE, ça n'est plus tout à fait cohérent. Il y a des choses encore qui sont abordables, bien sûr, en classe préparatoire, je ne dis pas le contraire, mais ça n'hésite pas à aborder des choses qui étaient anciennement dans le programme, notamment par exemple les séries de Fourier, ce genre de choses par exemple, ou même les courbes elliptiques, qui faisaient partie du programme de classe préparatoire il y a quelques années de ça, mais qui ne font plus partie de ce programme actuellement. Donc vraiment, il y a pas mal de choses dans ces tomes-là qui peuvent être, allez, disons, utiles même juste pour la culture mathématique, qui peuvent être utiles pour aller un petit peu plus loin dans sa compréhension si on veut vraiment se préparer à des concours type Central ou XENS. Mais en dehors de ça, je pense que ces bouquins-là ne sont pas d'une énorme utilité en classe préparatoire. Je pense que vous pouvez trouver énormément de ressources d'exercices sur Internet et je vous conseillerais plutôt de vous fier plutôt à ça, donc à ces ressources d'exercices sur Internet, plutôt que d'acheter ces bouquins-là. Après, c'est à vous de voir si vous préférez vraiment avoir un support papier, des choses comme ça. Bon voilà, c'est à vous de décider. Je ne fais pas de publicité, je veux vous mentionner que oui, comme je l'ai déjà fait précédemment, il y a des exercices qui peuvent être tirés de certaines sources de bouquins ou d'exercices qui sont sur Internet ou des gens qui m'ont tout simplement proposé des exercices. Hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois maintenant sur la chaîne. Donc voilà, bien évidemment, c'est bien utile d'avoir des ressources pour pouvoir attaquer des exercices un peu plus poussés. Mais je pense pas que c'est le point le plus important à avoir pour pouvoir réussir ces concours. Je mentionnerai également qu'il est plutôt bon d'avoir quand même ce genre de bouquin sous la main quand on est en train de passer l'agrégation ou le CAPES, notamment pour les oraux, parce que je pense à ces préparations à l'oral où vous pouvez avoir accès à des bouquins pour préparer notamment réécrire des leçons sur papier quoi et repréparer des développements et notamment pour les développements, les bouquins d'exercices XENS peuvent être d'une assez bonne utilité parce que c'est une source comme une autre, hein, il y en a plein d'autres, mais c'est une source assez utile où on peut trouver pas mal d'exercices assez classiques qui peuvent servir de développement. Donc voilà, c'était ma petite minute, même un peu plus qu'une minute, mais mon petit temps de moralisation, juste pour vous dire que n'achetez pas ce bouquin juste pour briller en société en disant je sais faire cet exercice par rapport à toi. C'est pas du tout le but de ces bouquins-là. Je pense que le mieux c'est d'acheter ces bouquins-là si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez vraiment la motivation d'attaquer des exercices beaucoup plus poussés. Vous n'avez pas peur de l'échec parce que ça fait apprendre. Faut pas oublier que l'échec fait apprendre.
Donc, il ne faut pas hésiter à se confronter à ça. Que vous n'avez pas peur de vous pousser jusqu'à vos limites pour vous préparer aux oraux. Mais sinon, en dehors de ça, je pense que je ne conseillerais pas du tout d'acheter ce genre de bouquin. Vous pouvez vraiment trouver toutes les ressources nécessaires sur l'exercice sur Internet assez facilement. Donc voilà. Bref, je m'arrête ici parce que sinon, j'en aurais pas fini. Je vais me lancer maintenant dans cet exercice et je ne vais pas dire davantage de choses concernant cet exercice pour le moment. J'aimerais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un exercice très sympathique pour manipuler des choses qui sont assez classiques en classe préparatoire et notamment en première année de classe préparatoire. Alors la première chose qu'il faudrait faire, c'est déjà interpréter un petit peu ce que signifie cette égalité. Et cette égalité dit la chose suivante. Vous avez donc vos deux applications, donc E, F comme ceci, E vers F comme ceci. Vous avez votre application, donc faut juste que j'évite de faire des bêtises. Donc ici, vous avez votre application G, vous avez votre application F, et vous cherchez alors, si vous allez de 1 vers 2, vous cherchez alors à construire des applications. Ici, une application K, et ici, une application H, de façon à ce que le carré qui est ici soit commutatif. Donc ça signifie que si vous suivez les applications dans ce sens-là, vous trouvez le même résultat que si vous suivez les applications dans ce sens-là. Et donc, vous cherchez donc à construire explicitement les morphismes K et H de façon à ce que le tout fonctionne. Alors, comme vous voyez que H doit être bijectif, une idée qui peut vous venir à l'esprit, c'est de vous dire, ok, je pourrais regarder une base de F par rapport peut-être à ce qui se passe pour G et l'envoyer vers la base de F ici que je vais obtenir par rapport à une base donnée par F. Ce qui n'est absolument pas bête, puisque en effet, ça va être une idée importante pour pouvoir construire cette application H. Et pour l'application K, ça va être un petit peu plus subtil, mais il faut vraiment se dire qu'en fait, tous les calculs vont être basés sur ce qu'il se passe en fait à ce niveau-ci. Donc dès que vous allez vous dire, ok, je vais considérer une base, puisque vous pouvez le faire, hein, on est en dimension finie, vous allez considérer une base de cet espace-là, et ce que vous allez vous demander, c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais faire ces applications-là, et je veux également considérer des bases qui se comportent bien vis-à-vis des applications F et G. Là va intervenir notamment des questions de théorème du rang. Et je pense que ça peut être vraiment utile d'avoir en tête comment marche la preuve du théorème du rang. Alors, le théorème du rang, c'est quelque chose que nous avons abordé il n'y a pas très longtemps par rapport à cette vidéo. Le théorème du rang, en fait, ça va être, c'est l'objet de l'interro surprise numéro 21. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez revoir un petit peu le théorème du rang et notamment revoir une preuve assez élémentaire du théorème du rang. Si vous pensez un peu à cette preuve, eh bien en fait, vous pouvez utiliser un petit peu les idées de cette preuve pour pouvoir en fait résoudre cet exercice en jouant avec les différentes bases qui doivent intervenir. Alors, j'ai pas parlé de l'autre sens, mais l'autre sens est assez évident et je vais tout de suite attaquer donc la résolution de l'exercice en vous proposant tout d'abord ce qu'il se passe pour démontrer que 2 implique 1. Alors pour démontrer que 2 implique 1, ça ne va pas être très difficile. En effet, vous savez que HG est égal à FK et vous savez que H est un isomorphisme. Donc comme H est un isomorphisme, vous pouvez très bien réécrire les choses de la manière suivante. G est égal à H-1 FK. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez faire des jeux concernant les espaces images. En effet, l'image de G est donc égale à l'image de H-1 FK. Et là, il faut repenser à une propriété assez élémentaire sur les images. L'image de A rond B, c'est toujours inclus dans l'image de A. Et c'est pas très difficile de s'en convaincre. Prendre quelqu'un qui est là-dedans, c'est quelqu'un qui s'écrit sous la forme A de B de X. Et bien évidemment, A de B de X, c'est bien quelqu'un qui peut s'écrire sous la forme A de Y. Donc c'est bien quelqu'un qui se trouve dans l'image de A. Okay, donc grâce à cette inclusion que je viens d'écrire, j'efface, je vais pouvoir avoir l'inclusion suivante, l'image ici de H-1F. Et puis comme H-1 est un isomorphisme, tout comme H, eh bien vous avez un isomorphisme vers im de F qui vous est proposé par H. Voilà.
Et maintenant que vous avez tout ça, bah, vous pouvez regarder tout ce que vous avez écrit sous la forme de dimension. Et donc ici, la dimension de cette chose-là, c'est le rang de G. Et vous venez de démontrer que c'est inférieur ou égal au rang de H-1F, puisque vous avez cette inclusion entre les espaces vectoriels. Donc inclusion implique inégalité sur les dimensions. Et donc là, ici, le rang de G est inférieur ou égal à cette chose-là, au rang de cette chose-là, mais le rang de cette chose-là est égal au rang de F, étant donné que H est bijectif. Donc vous avez en effet l'inégalité souhaitée. Et voilà, je viens de démontrer que 2 implique 1. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, 2 implique 1 était assez évident. Maintenant, on va s'attarder davantage sur 1 implique 2 et je vais utiliser ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, hop, en essayant de jouer avec des bases assez bien adaptées à la situation. Hop. Alors c'est parti pour 1 implique 2. Alors pour 1 implique 2, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une base de G adaptée vis-à-vis du noyau de G. Et je vais considérer également une base de F adaptée vis-à-vis du noyau de F. Alors bon, il va falloir que je fasse intervenir pas mal de petits paramètres qui sont liés aux dimensions de E, de F, du rang de F, petit f et du rang de petit g. Donc je vais tout de suite les poser, ces variables. Donc posons, on va dire n, ça va être la dimension de E, m, ça va être la dimension de F, on va dire P, ça va être le rang de F, et Q, ça va être le rang de G. Et d'après les hypothèses, puisque nous avons déjà 1, nous savons que le rang de G est inférieur ou égal au rang de F. Très bien, donc exactement comme je l'ai dit, je vais considérer une base du noyau de G et une base du noyau de F. Donc, soit epsilon 1 jusqu'à epsilon P. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est epsilon Q ici. Hop. Une base du noyau donc de Kerr de F. Et on la complète, hein, donc théorème de complétion de base, puisqu'on est dans un espace vectoriel de dimension finie. N'importe quelle famille libre peut se compléter en une base. Donc, compléter en une base de E. Donc, on la complète en faisant epsilon. Alors, je suis en train de faire peut-être une petite bêtise, parce que là, je vais me dire epsilon 1, epsilon q, c'est pas exactement ça. Je vais utiliser le théorème du rang. Donc là, c'est plutôt epsilon q plus 1 jusqu'à n. Excusez-moi. Tac, 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 tac. Et là, on est bon, epsilon 1 jusqu'à epsilon n. Donc, je rappelle ici un théorème du rang. Bon, je ne vous fais pas l'énoncé précis, mais je vous fais juste l'application ici. Donc, le théorème du rang, et c'est pas f que je veux faire, c'est g dans un premier temps. Le théorème du rang me permet d'affirmer que la dimension du noyau, c'est égal à la dimension de E moins le rang de G. Donc c'est ça qui explique pourquoi vous avez alors n moins Q vecteurs dans la base du noyau. Très bien. En ayant fait ça, vous pouvez vous assurer alors que les images G epsilon 1 jusqu'à G epsilon Q forment une base de im de G. Alors c'est assez simple de vérifier que c'est une famille génératrice puisque vous avez tous les éléments de E qui s'écrivent en fonction de ces epsilon là et vous savez que ceux-ci sont envoyés vers 0 par G. Donc ça c'est pas très difficile donc de vérifier qu'alors vous avez im de G qui est engendré par ces choses-là et vous savez déjà que la dimension de im de G c'est exactement Q. Donc vous avez une famille génératrice minimale, donc ça veut dire que c'est une base. Minimale. Et donc, vous pouvez compléter cette base de im de G en une base de F, encore une fois. Complétons en une base de F. Et donc, ça va nous donner G epsilon 1, G epsilon Q, puis on va dire GQ plus 1 jusqu'à GM. On fait exactement pareil pour F. C'est-à-dire, vous avez, disons, EP plus 1 jusqu'à EN qui va être une base
de ker de f. Vous avez complété ensuite votre base en E1EN, donc ça va être la base de E. Puis ensuite, vous faites l'image, vous avez f de E1 jusqu'à f de EP qui va former une base de im de f. Et enfin, vous avez f de E1, hop là, jusqu'à f de EP, puis vous complétez fp plus 1 jusqu'à fm. Et ça va vous donner donc une base de grand F. Alors, je vais compléter ma petite image là-bas. Et vous allez voir assez rapidement ce à quoi doivent correspondre mes fonctions k et h. Alors, j'efface ça. Donc si maintenant j'écris les différentes bases que j'ai commencé à construire. Ici, nous avons donc, alors ici d'abord, nous avons donc la base donnée par epsilon 1 jusqu'à epsilon n. Ici, nous avons la base donnée par g de epsilon 1, g de epsilon q. Puis ensuite, gq plus 1, gm. Vous avez ici la base E1, En. Et ici, vous avez la base f de E1, f de EP, puis ensuite fp plus 1 jusqu'à fm. Et donc là, c'est ce que je disais tantôt, ce qui doit vous sauter aux yeux maintenant que j'ai écrit les différentes bases, c'est la construction de H. La construction de H va être tout simplement un changement de base. Vous allez envoyer cette base-là vers cette base-là. Ça va être tout bête. Hop. Donc on considère H donc l'application pour l'instant linéaire qui va de f vers f, hein, donc un endomorphisme, tel que deux points, on veut que h de g de epsilon 1 soit égal à f de E1, vous continuez jusqu'à h de g epsilon q qui doit être égal à f de g de EQ. Et puis vous continuez jusqu'à P, hein, je rappelle que Q est inférieur ou égal à P. Donc vous avez H de G, pas de G, si de G, mais G indice, G indice P, disons, égale F de... qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Oui. Donc là c'est EQ. F de EP, et puis enfin vous continuez jusqu'à ce que vous avez H de FM qui est envoyé vers GM. F de GM, pardon, qui est envoyé vers FM. On va y arriver, hein. Donc F de GM envoyé vers FM. Voilà. Donc c'est juste un changement de base. Hein. Effectue un changement de base. Et comme c'est une application qui permet de changer de base, c'est automatiquement un automorphisme. Donc vous avez que H par construction est dans GL de F. Très bien. Et maintenant, vous voulez construire K. Pour construire K, il va falloir expliquer vers qui vous voulez envoyer chacun des epsilon i par rapport à chacun des EI. Et ce qui semble le plus bébête, si je puis dire, c'est que vous voulez alors que epsilon i soit envoyé vers G epsilon i, ce G epsilon i soit envoyé vers F de EI. Ce qui paraît un peu bébête pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne, c'est d'envoyer par K chacun des epsilon i vers les EI. Alors chacun, peut-être pas tous, parce que il y en a certains, il va falloir faire attention, mais vous pouvez faire en sorte au moins que de 1 jusqu'à Q, chacun des epsilon i soit envoyé vers EI. Et donc, ce que vous allez faire, c'est pour les autres vecteurs, on ne va pas s'embêter à voir des images très difficiles. Pour les autres vecteurs, on va dire qu'on va envoyer vers 0. Et vous allez voir que ça va nous permettre d'avoir le carré commutatif souhaité. Puis, on pose K en dos de E
tel que, vous voulez alors que K de epsilon I soit égal à EI pour I inférieur ou égal à Q. Et vous voulez ensuite que K de epsilon I soit égal à 0, sinon. Voilà, et j'affirme que ça vous permet d'avoir votre carré commutatif. Donc en effet, vérifions-le. Donc vous avez, si vous faites H de G, donc pour vérifier qu'il y a égalité, hein, je tiens aussi à le préciser, pour que HG soit bien égal à FK, il suffit d'avoir égalité sur les vecteurs d'une base, d'une même base bien sûr, de E. Étant donné que ce sont des applications linéaires, tous les vecteurs que vous allez écrire pour calculer ces images-là, ça va être des vecteurs qui sont des combinaisons linéaires, K linéaires, par rapport au vecteur epsilon 1, epsilon n. Donc, vous pouvez juste vous contenter de voir qu'est-ce qui se passe pour les epsilon 1 jusqu'à epsilon n en faisant les compositions qui sont demandées ici. Donc, si vous vous amusez à faire H de G de epsilon I, eh bien là, il va y avoir deux cas de figure. Soit ça vaut 0 si I est supérieur à Q strictement, et sinon, on ne peut rien dire de plus. Donc, je vais juste... Ok. Ouais. Je peux dire ça, ou alors... Oui, donc ça va faire 0 si ça. Et sinon, vous pouvez directement remplacer par rapport à F, et dire que vous avez F, parce que vous avez construit les choses comme ça, vous avez en fait F de EK qui va s'obtenir. Donc F de E... pas EK, EI, pardon. Voilà. Sinon. Et ce f de i, ce ei, comme i est inférieur ou égal à q, vous pouvez le réécrire comme k. Donc si vous faites maintenant f, donc k, f de epsilon i. Donc pareil, d'un côté, vous allez obtenir 0 si i est plus grand que q, puisque vous avez demandé à ce que chacun des images de epsilon i soit envoyé vers 0. Et c'est aussi pour ça que vous voulez envoyer vers 0 d'ailleurs, hein, parce que vous savez que par g, les autres vecteurs sont envoyés vers 0. Donc, en appliquant ensuite une autre application linéaire à cette affaire, vous partez de 0, vous allez encore arriver vers 0. Donc, vous voulez que l'arrivée finale, en appliquant votre composition à epsilon q plus 1 jusqu'à epsilon n, soit envoyée vers 0. Ça explique aussi pourquoi vous voulez... vous n'allez pas choisir n'importe quelle image ici. On pourrait se demander est-ce qu'on avait le choix, et en fait, il se trouve qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il faut que les autres epsilon i soient envoyés vers 0 pour s'assurer que l'égalité soit satisfaite. Donc, à cause du fait, encore une fois, que ce sont des epsilon qui sont dans le noyau de G. Donc, vous avez ceci si i est plus grand que q, et sinon, vous avez f de ei, si i est donc inférieur ou égal à q. Et donc, on a terminé, hein, on a gagné, puisque nous avons en effet égalité entre les deux applications, peu importe ce qu'il se passe. Donc, vous avez alors ainsi, vous avez en effet que HG est égal à FK, et ceci permet de conclure l'exercice. Donc, bien sûr, K et G sont automatiquement des applications linéaires, puisque vous avez demandé à ce que ce soit des applications linéaires, et vous avez juste demandé à expliciter ce qui va se passer sur une base. Une fois que vous savez ce qui se passe pour une base, vous avez donc bien défini votre application linéaire. C'est ça qui peut être pas évident à faire pour un étudiant de première année de classe préparatoire, à se dire que définir une application linéaire peut se faire juste à partir d'une base. Alors, c'est quelque chose pourtant qui est dit peut-être à plusieurs reprises pour les premières années de classe préparatoire, mais dès qu'on attaque un exercice un petit peu plus abstrait, c'est vrai que les étudiants-là de première année de classe préparatoire ont un peu de mal à vraiment se donner un peu de recul et de se rappeler que vous pouvez définir des applications linéaires à partir juste de ce qui se passe sur les bases. Donc vraiment, il ne faut pas l'oublier pour pouvoir attaquer des exercices de ce genre-là. Pas oublier qu'en effet, tout peut se passer par rapport à une base. Et vous voyez quand même aussi ce que j'ai dit tantôt, l'analogie avec la preuve du théorème du rang, puisque exactement comme dans la preuve que je vous ai proposée en interro surprise 21, eh bien, vous avez un jeu à faire vis-à-vis des différentes bases que vous voulez prendre sur les espaces E et F.
Et en faisant ce petit jeu, en explicitant quelles sont les différentes images que vous voulez avoir, vous êtes capable d'expliciter les applications H et K que vous souhaitiez. Donc c'est en cela que je trouve assez rigolo le parallèle à faire avec le théorème du rang. Bref, je pense que ça peut être le bon endroit pour s'arrêter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!